Oui, parce que je pense que les pouvoirs publics, j'ai compris que j'étais un peu le représentant des pouvoirs publics. Bon, donc je vais bien jouer mon rôle. Euh, mais nous sommes soumis à énormément de propositions dans le domaine, puisque évidemment, pouvoir réduire la fracture entre les citoyens et les élus et les administrations, c'est essentiel. Évidemment, faire vivre la démocratie en deux élections, c'est essentiel. Évidemment, pouvoir coller au plus près des priorités énoncées par les citoyens, que ce soit pour l'aménagement du coin ou pour la grande et noble politique, c'est essentiel. Mais je dois vous avouer que nous sommes assaillis de propositions et que nous n'avons pas nécessairement le droit de nous tromper. Et donc, nous, pour le moment, nous sommes véritablement dans une phase où nous regardons ce que l'on nous propose. Et je tiens vraiment à remercier les trois intervenants précédents, parce que d'abord, il faut le vouloir. Ils sont opiniâtres. Bon, c'est pas la première fois, en tout cas pour certains d'entre eux, que je les entends. Et je vois que les projets s'affinent à chaque reprise. Donc vraiment, chapeau, parce que le sujet est effectivement important et les fractures entre le privé et le public dans ce cadre-là, je pense, s'estompent grâce d'ailleurs au numérique. Et je profite aussi de l'occasion vraiment de remercier la plateforme du Café Numérique pour nous permettre d'avoir ces échanges, parce que finalement, on ne les a pas nécessairement et spontanément. Et donc, vraiment merci. Donc moi, je vais juste apporter un témoignage qui peut permettre d'alimenter en tout cas le débat et les questions que vous allez avoir. Alors, je reviens peut-être sur le premier slide. Tu as évoqué, c'est notre ami, le deuxième intervenant, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, voilà, qui a évoqué les PST tout à l'heure en disant les communes vont être amenées à développer des PST, des programmes stratégiques transversaux. Donc déjà, ça paraît totalement compliqué. Et en fait, il faut savoir qu'effectivement, en Wallonie, après les élections, donc, il y a une recommandation qui est formulée aux villes et communes, donc aux 262 villes et communes de Wallonie, pour qu'elles développent ces fameux PST. Mais nous, en fait, à Liège, nous le faisons depuis 2003. Et on a baptisé ça un peu plus simplement projet de ville. Et déjà, en 2003, on avait eu cette volonté, et je vais y revenir, de se dire que pour permettre de véritables changements de comportement ou de véritables changements en profondeur, et c'est ce que tout à l'heure on a dit, il faut essayer de mesurer les impacts, et c'est terriblement compliqué, mais pour impulser des vraies modifications qui vont dans le bon sens, dans un sens qui est collectivement intéressant, il faut que les citoyens adhèrent à ces changements. Et pour qu'ils adhèrent à ces changements, généralement, la meilleure manière, c'est qu'ils en aient été acteurs, porteurs, ou à tout le moins correctement informés que pour pouvoir y adhérer. Et l'idée du projet de ville, c'est effectivement celle-là, c'est de faire en sorte de formuler des propositions en amont, de prendre le pouls et les tendances qui peuvent ressortir en période, je dirais, non électorale. Parce que la période électorale, elle est essentielle pour la démocratie, mais peut-être qu'elle ne permet pas toujours de dépassionnaliser les débats. Et donc c'est très important, une fois qu'il y a des majorités qui sont en place et que le système démocratique fonctionne, de faire en sorte de retourner vers les citoyens et de lui demander d'exprimer concrètement des priorités, et puis alors de permettre à ceux qui sont en charge de la gestion des villes, des communes, de développer une vision en connaissance de cause. Et c'est en cela que, depuis 2003, et à déjà 4 reprises, et je vais un peu m'étendre sur l'opération Réinventons Liège, qui était la 4e mouture du projet de ville. En tout cas, au niveau de la ville de Liège, nous essayons d'avancer. Ça a beaucoup de mérite parce que ça permet aux citoyens de s'emparer d'éléments du débat public et puis de sa vie quotidienne. Et puis alors aussi, ça permet de se placer en dehors, je dirais, d'un cadre strict, d'une législature. Ça permet de se placer finalement sur du moyen et du long terme et de voir si les engagements ont été tenus ou n'ont pas été tenus, expliquer pourquoi ils l'ont été, pourquoi ils n'ont pas pu l'être. Et ça permet de laisser une trace de l'action publique. Et depuis 2003, effectivement, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit qu'il y a toute une série de choses qui ont évolué
Je parle de la ville de Liège, c'est celle que je connais le mieux par rapport à un certain nombre de grands projets et autres, mais il y en a d'autres auxquels on a dû renoncer parce qu'il y a eu des contraintes, des contingences, des changements de données qui font qu'on n'a pas pu les mettre en œuvre. Et puis il y a aussi les attentes de la population qui évoluent. Et c'est ça qui est formidable, c'est que maintenant, après 4 consultations, on peut voir que les attentes de la population par rapport à un certain nombre de thématiques, de réalités quotidiennes, mais les attentes évoluent. Et donc, évidemment, le pouvoir public doit tenir compte de ces évolutions pour pouvoir sans cesse ajuster les politiques qui sont mises en œuvre, tant évidemment et à l'initiative et à la barre des élus, et puis dans sa mise en œuvre par les administrations. Donc, ce projet de ville, désormais rebaptisé par la région wallonne les programmes stratégiques transversaux, ça énonce là où on veut aller, les visions, les projets concrets qu'on va mettre en œuvre et les moyens qu'on va y affecter. Et donc, effectivement, ce sont des enjeux importants et qui vont incontestablement revenir sur le devant de la scène. Mais avant d'arriver sur ces enjeux plus spécifiques de ces projets de ville et de cette opération Réinventons Liège, juste vous dire quelle est, à ce stade, la manière dont nous percevons ce qu'on appelle être la ville intelligente, la smart city, ce concept un peu bateau, un peu valise, et à l'égard desquels je dois bien avouer qu'au départ, nous avons été relativement prudents, pour ne pas dire méfiants, parce que nous voulions à tout prix que l'intégration de la technologie ne déshumanise pas le rapport qu'on peut avoir entre le pouvoir public de manière générale et le citoyen. Et je crois que c'est un véritable enjeu, notamment de l'irruption du digital, c'est que le digital doit être un outil qui doit permettre de renforcer des liens de solidarité et des liens humains, et non pas un objectif en soi. Et cela, nous essayons véritablement d'y être très attentifs. La définition de la Smart City, elle est issue du Smart City Institute et du professeur Nathalie Crutzen, avec lequel nous travaillons d'ailleurs, professeur au HEC. Et voilà, vous pouvez en prendre connaissance, mais c'est bien un écosystème de parties prenantes engagées dans un processus de transition durable sur un territoire donné en utilisant les nouvelles technologies comme facilitateurs pour atteindre des objectifs de durabilité. Alors, c'est un peu long, d'accord, mais c'est véritablement important et c'est le point de départ, et je crois que c'est essentiel, c'est la technologie et l'innovation ne sont pas des objectifs, ce sont des moyens pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont parfois très concrets, très humains, parfois très terre à terre, mais qui permettent de bâtir une société, qui permettent de faire cité, comme on peut le dire, de faire communauté. Et c'est ça l'essentiel. Et parfois, certains se sont un peu égarés, nous semble-t-il, en croyant que la technologie allait régler tous les maux. Mais non, la technologie ne doit être considérée que comme un outil. Alors, pourquoi avons-nous voulu être terriblement attentifs au développement de la Smart City et à l'utilisation des technologies, et en particulier du digital, comme moyen de cohésion sociale et comme outil pour créer un projet de ville qui rassemble la majorité des habitants? Mais c'est parce que on va être confronté à un phénomène qui est manifestement inéluctable, si l'on en croit toutes les études qui vont dans ce sens, c'est que nous allons toujours être plus nombreux, et en particulier dans les villes. Donc, la population urbaine va constituer 2/3 des habitants de la planète, et les chiffres du Bureau du Plan nous indiquent qu'à Liège, nous allons être 20 000 de plus en 2035. Donc vous imaginez que sur le même territoire, nous allons passer de 200 000 habitants à 220 000. Alors on peut se dire que ça ne va pas nécessairement faciliter les choses, ça va être un enjeu, et qu'il faut s'y préparer. Et en cela, l'utilisation des technologies, celles que nous connaissons maintenant, mais celles qui vont encore arriver, à l'égard desquelles nous devons avoir une veille permanente, mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que
nous les intégrions, nous permettions à ceux qui veulent utiliser notamment les données, ils puissent le faire, et on s'engage sur des plateformes open data, etc., pour trouver des solutions qui vont permettre d'améliorer la vie en commun et de faire en sorte que même si nous sommes plus nombreux sur un même territoire, la vie soit plus facile, meilleure, et que le rapport humain entre les gens soit facilité grâce à la technologie. Ça, c'est un projet de société. Ça n'est pas la technologie pour la technologie, c'est véritablement utiliser tout son potentiel pour faire en sorte que la condition de vie dans laquelle nous allons nous trouver, et cela c'est inéluctable, eh bien, elle soit meilleure qu'auparavant, alors qu'on pourrait croire que, et si nous ne faisons rien, ce sera sans doute le cas, ce sera plus difficile de vivre plus nombreux sur un territoire qui, lui, n'aura pas évolué. La Smart City, la ville intelligente, l'utilisation des technologies pour créer un projet et un projet de ville, c'est aussi essentiel au regard des enjeux qui sont là, les enjeux de la transition, les enjeux climatiques. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est essentiel. On sait que si on n'intervient pas et si on ne met pas la technologie au service de cette nécessaire régulation, nous allons connaître de véritables difficultés et des bouleversements qui vont même remettre en cause la capacité de vivre sur la planète. Et puis évidemment, et ici dans ce cadre je ne dois pas le dire, il y a cette révolution digitale qui fait en sorte que chaque année, les gens sont de plus en plus connectés et utilisent ce qui est à leur disposition en termes d'appareils mobiles, d'Internet haut débit, etc. Mais il faut toujours avoir à l'esprit, pour le pouvoir public, que tout le monde n'est pas connecté et qu'il y a encore des personnes qui ignorent ce que signifie Internet et que c'est le devoir du pouvoir public de placer tout le monde sur un pied d'égalité et donc d'aller aussi vers ces publics-là et ne pas les oublier dans le cadre des politiques qui sont menées. Je disais tout à l'heure, la technologie pour la technologie, on a vraiment observé trois types de concepts de Smart City qui d'ailleurs évoluent très rapidement dans le temps. Il y a d'abord eu les villes, c'était le tout à la technologie, puis il y a celles qui ont commencé à intégrer la technologie en disant c'est bien de mettre un capteur à gauche, voilà, une petite caméra à droite, tout va bien. Et puis alors, et c'est vraiment ce modèle-là dans lequel nous souhaiterions, et nous avons entamé cette démarche au niveau liégeois, de faire en sorte que la technologie nous permette d'être en permanence le mot est un peu galvaudé parfois, mais de co-construire la ville, d'avoir cette relation avec le citoyen. Et je dirais qu'on a un peu observé les deux premières. Elles ne nous satisfaisaient pas nécessairement, parce que je dis, il faut faire attention à cette déshumanisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, pouvoir développer une relation entre les citoyens, l'administration et les élus, qui soit une interaction qui soit la plus poussée possible, dans le respect des prérogatives de chacun, c'est aussi important de le souligner, eh bien ça, c'est intéressant parce que, à nouveau, ça nous permet de faire société. Je passe rapidement sur le sujet. Oui, la ville de Corée, c'était Songdo, qui est une ville qui a été construite, je crois, quasiment de toutes pièces, où tout est technologique, mais totalement double, c'est-à-dire c'est une ville invivable, quoi. Totalement invivable, où les humains n'ont plus leur place. Ce n'est pas ce modèle-là que nous souhaitons. Donc, je le disais d'entrée de jeu, Liège, projet de ville depuis 2003. Mais en 2003, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé dans toutes les boîtes aux lettres de Liège, il y en a 100 000, une brochure qui présente des thématiques, qui explique, qui formule des orientations et qui demande aux gens de pouvoir répondre. En 2003, évidemment, zéro formulaire en ligne, tout se faisait papier, et nous avons reçu des milliers et des milliers de suggestions, plus de 10 000 par courrier. Une par une, on les a lues, on les a classées, on a tiré des tendances, et c'était extrêmement intéressant. Et puis, progressivement, 2007, 2012, et puis l'opération Réinventons Liège, l'utilisation d'abord d'un formulaire Excel, et puis alors d'une véritable plateforme, comme dans le cadre de la dernière
de la dernière consultation ont permis effectivement d'être plus précis, de resserrer les liens et de véritablement prendre le pouls à large échelle des citoyens par rapport à l'avenir de la ville, ce qui a permis de dégager des investissements majeurs, des actions prioritaires, plus de 90. Et les investissements majeurs, ben vous les connaissez évidemment, hein, le développement des Guillemets, le Val-Benoît, Corombeuse, Bavière. Voilà. Ah, c'est moi qui... J'appuie. Voilà. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. Non. Qu'est-ce que... Attendez. Nous sommes Smart City, mais... Voilà, je crois que c'est là. Voilà. De toute façon, je voulais en venir à l'opération Réinventons Liège, et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on m'a notamment demandé de témoigner. Donc, nous sommes effectivement l'année dernière, et nous avons déjà 3 moutures du projet de ville derrière nous. Donc, le pouls a été pris. Je vous dis, au total, on a déjà reçu 30 ou 35 000 sur les 3 consultations, suggestions de tout type de la part des citoyens. Elles ont été analysées et elles ont débouché sur le choix de projets prioritaires et d'actions prioritaires qui sont mises en œuvre et avec un rendu permanent à travers la presse, à travers le site internet, etc. Mais on a véritablement senti un basculement dans l'accélération du besoin d'avoir un lien fort entre le citoyen et les élus, parce que le monde évolue terriblement vite. Et j'ai évoqué tout à l'heure la révolution climatique, la révolution digitale, cette nécessité de prendre en compte cet accroissement démographique qui est là. Et donc, nous avons décidé véritablement de ressolliciter en cours de législature la population, parce qu'on sentait poindre une volonté des citoyens, en particulier des jeunes, de prendre en main l'avenir de leur ville. Et ça, il y avait différents signaux, différents capteurs, je dirais, qui nous indiquaient cela. Et nous avons aussi fait un choix assez fort, c'était de principalement passer par la voie digitale et par une plateforme que nous avons sélectionnée à travers un marché public. Et c'est une start-up qui a été désignée, Citizen Lab, qui a proposé une solution. Pour ceux qui l'ont utilisée, donc, les citoyens pouvaient déposer des idées, des projets sur cette plateforme. Et pendant 75 jours, du 8 mars au 22 mai, eh bien, nous avons eu 983 projets qui ont été déposés à l'échelle de Liège, ce qui est évidemment considérable et réjouissant de voir qu'il y avait voilà, une volonté de véritablement pouvoir s'exprimer. Je vais y revenir, des projets de tout type, évidemment, mais un foisonnement d'idées et l'expression d'un certain nombre de tendances, je vais y revenir. Ça, c'était le dépôt d'idées. La plateforme nous a également permis d'organiser un vote. Ça, nous ne l'avions jamais réalisé dans les 3 consultations précédentes. Donc là, on voit déjà bien que l'existence de la plateforme a permis une interaction différente. Alors le vote, c'était un peu à la Facebook, quoi. C'était j'aime, j'aime pas. Hein. Donc, et chacun pouvait voter une fois par projet. Hein. Et puis alors, il y a eu toute cette période, parce que nous avons eu, et vous allez le voir, donc 983 projets. Nous avons également rencontré dans les quartiers 1500 personnes à qui on est venu expliquer les propositions. On a pris le pouls, ils nous ont formulé sur place des propositions pour essayer aussi que la fracture numérique ne vienne pas trop biaiser les résultats. Donc ça, c'était là. Alors, on va revenir aux 983 projets. C'était véritablement un foisonnement. Donc nous avons eu des projets tout à fait généraux,
Et puis des projets hyper concrets dans les quartiers, du style, il faut remettre le pavé qui chez moi est décelé. Je caricature un peu, mais enfin, parfois c'était cela. Nous avons eu des projets, mais aussi juste des idées, des idées qui n'étaient pas matérialisées nécessairement en projet, voire des suggestions. Nous avons aussi eu, et c'est évidemment pas aux citoyens à les trier, des projets qui relevaient de la ville, mais des projets qui ne relevaient pas du pouvoir municipal. Si on demande d'améliorer la desserte en train, chacun comprendra que la ville de Liège peut servir d'intermédiaire, mais qu'elle ne peut pas agir directement. Nous avons eu des projets de très long terme, et parfois des projets qui pouvaient se réaliser le jour même si on voulait y répondre. Et ce qui est remarquable, et je crois que c'est la plateforme aussi qui a permis cela, c'est qu'il n'y a eu, mais vraiment quasiment aucun projet qui était hors propos. Les projets avaient tous leur pertinence et personne n'a utilisé cette plateforme comme défouloir. Bon, il y en a bien un qui a proposé une piste d'atterrissage pour OVNI. Bon, on l'a laissé, c'était sympa, c'était dans le cadre, il n'a pas été retenu, mais incontestablement, ça n'a pas été détourné. Et donc ça, c'est aussi très positif parce que chacun s'en est emparé. Je dois bien vous avouer qu'on a dû supprimer un projet qui avait des relents racistes insupportables, et nous avons prévenu celui qui l'a déposé que c'était supprimé et qu'il était prié de ne pas recommencer, et il n'a pas recommencé. Mais un. Donc on ne peut pas dire que ça a été détourné. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu trier les projets. Nous les avons laissés, et ils sont toujours accessibles, si vous voulez, sur réinventonsliège.be, puisque nous avons laissé ouverte la plateforme que nous avons désormais internalisée. Les projets sont toujours visibles sur réinventonsliège.be comme témoin de cette participation citoyenne. Alors, nous avons eu des milliers et des milliers de votes, puisqu'on pouvait voter pour 983 projets. Bon. Mais donc, nous avons eu, comme vous le voyez, près de 95 000 votes exprimés. Alors, 5 000 citoyens, 95 000 votes, vous voyez qu'en moyenne, les gens ont voté pour 19 projets, se sont manifestés à l'égard de 19 projets sur les 983. Donc, ils ont été chercher ceux qu'ils estimaient les plus porteurs, ceux qui sont en phase avec leurs attentes, pour les soutenir ou non. Donc 5 000 citoyens, pratiquement à parité, avec 80% de Liégeois et 20% de personnes habitant ailleurs que la ville de Liège. C'était évidemment ouvert à tous. Et alors, ce qui est l'enseignement le plus intéressant, c'est que c'est la population jeune qui s'est emparée de cette consultation et qui a fait drastiquement diminuer les moyennes que nous rencontrons d'habitude. Donc ça veut dire que l'outil a sans doute permis d'aller au contact de populations qui, peut-être naturellement, ne viendraient pas à la rencontre des autorités, ou en tout cas auraient plus de difficultés à le faire. Et ce lien direct avec le citoyen à travers le digital a sans doute permis ce résultat-là. Généralement, c'est plutôt les troisième et quatrième colonnes qui, dans des consultations classiques, émergent par rapport à ces processus de participation citoyenne qui utilisent des méthodes plus classiques. Là, incontestablement, il y a eu une prise en main de la génération que vous situez là-bas. Et donc, c'est vraiment c'est tout à fait intéressant. Même s'il faut le signaler, il y a eu très peu de divergence de vues entre les différentes catégories d'âge. Donc, dans l'analyse, très peu. Donc ça, c'est un élément qui est également à mentionner. Alors, quels ont été les centres d'intérêt des participants à travers leur vote? Vous les voyez. La question de la mobilité sous toutes ses formes et sous tous les projets a été au cœur des préoccupations, mais pas rien que. C'est un peu biaisé comme résultat, il ne faut pas le prendre comme argent comptant. Pourquoi? Parce que
ça dépendait aussi du nombre de projets qu'il y avait déposés par matière. Et donc plus il y avait de projets, plus on pouvait s'exprimer, plus il y a eu de votes pour ou contre d'ailleurs. Donc il faut tempérer. Par exemple, l'inclusion sociale, il y avait moins de projets, mais ceux qui ont été déposés ont été fortement soutenus. Donc il faut nuancer. Mais néanmoins, c'est un indicateur. Nous avons également fait une analyse, elle est disponible, une analyse générale des résultats, mais une analyse, je l'ai dit, selon l'âge, avec peu de différence, mais également selon le genre. Et ça nous paraît fort important de voir que les priorités des hommes ne sont pas nécessairement les priorités des femmes, et inversement sur un certain nombre de thématiques. Et ça nous tient à cœur depuis 2003, de pouvoir avoir cette analyse selon l'âge et selon les genres pour pouvoir adapter les politiques publiques à ces différentes réalités. Un tableau général ne donne pas nécessairement la photographie de la diversité des expressions selon le genre et selon les âges. Et ce qui est notamment interpellant, c'est la grande préoccupation des femmes pour toutes les questions d'inclusion sociale. Et là, on voit une vraie différence entre les préoccupations des femmes et les préoccupations des hommes, ce qui traduit à l'évidence une préoccupation, peut-être parce qu'elle est plus vécue par les femmes que par les hommes dans un certain nombre de circonstances. Et donc, il faut évidemment l'avoir tout à fait à l'esprit. Alors, si on veut vraiment synthétiser ce que ces milliers de citoyens, ce millier de projets déposés, ces dizaines de milliers de votes exprimés, si on veut donner une photographie, c'est bien voilà les 6 thèmes qui sont apparus et qui sont donc venus compléter le projet de ville à l'œuvre depuis 2003 et qui avait été réactualisé déjà à 2 reprises, avec des choses et des éléments qui confirment des tendances qui étaient déjà connues et qui sont des montées en puissance continues, comme la mobilité douce et durable, et avec des sujets qui n'étaient jamais apparus jusque-là, et c'est en cela que c'est passionnant, et notamment la gouvernance alimentaire locale, la préoccupation pour les circuits courts, la préoccupation pour le bio. Je peux vous assurer qu'en 2012, mais il n'y avait pas une expression sur le sujet. Donc c'est en cela que c'est passionnant de voir qu'un certain nombre de sujets émergent, un certain nombre de thèmes émergent, et celui-là, incontestablement, il a fait son irruption de manière massive dans les préoccupations citoyennes. Voilà pour les 6 tendances. Donc 77 actions prioritaires sont évidemment sur le site, ont été retenues pour traduire, donc retenues par la ville de Liège, retenues par le collège et le conseil communal pour traduire ces volontés citoyennes avec des budgets, avec des réalisations. Certaines sont d'ailleurs déjà réalisées, celles qui étaient réalisables à court terme. D'autres vont prendre, il ne faut pas s'en cacher, des années parce que ne peuvent pas être réalisées en un coup, mais voilà, une direction a été prise grâce à ce travail et cette méthodologie à partir de Réinventons Liège. Et décision a finalement été prise que Réinventons Liège, ça allait, on n'était pas dans la voie de la clôture d'un processus, mais plutôt dans le début de quelque chose. Et ce début, c'est pouvoir justement construire ce qui est à l'origine de la soirée de ce soir, c'est ce lien avec les citoyens qu'il faut sans cesse, vous me permettez l'expression, réinventer. Mais je crois que c'est pour cela que nous sommes là ce soir. En tout cas, la plateforme est là, les projets sont là, les comptes rendus sur leur mise en œuvre existent. Il y a encore toujours moyen de laisser des commentaires. Et en tout cas, nous espérons comme ça avoir apporté notre pierre à l'édifice d'une appropriation de la ville par ses citoyens. Et je peux vous assurer que nous, dans notre peau, dans ma peau à moi, c'est très intéressant ce genre d'opération parce que ça a une grande vertu pédagogique. Ça permet aussi d'expliquer aux citoyens, au public, les contraintes qui sont nôtres
pour dire que tout ne peut pas se faire en un jour, que ce n'est pas aussi simple et que nous sommes autant victimes que vous, parfois, d'un certain nombre d'éléments qui font notre quotidien. Et c'est souvent dans l'échange qu'on permet d'éviter bon nombre de malentendus et qu'on permet de créer de la cohésion et du lien. Et nous espérons tous que ça continue. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Alors, la petite